Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau cours de psychologie médicale qui va porter sur l'examen mental, d'accord? Donc l'examen mental qui est, selon moi et moi uniquement, l'un des cours de psychologie médicale les plus faciles et les plus simples à maîtriser un petit peu en quelque sorte. Donc on va commencer par généralité, définition. Qu'est-ce que la psychiatrie? Donc en fait la psychiatrie, selon le Larousse, donc Larousse qui est un grand dictionnaire, d'accord? Donc selon Larousse, c'est une spécialité médicale dont l'objet est l'étude. Donc là, ça peut être, disons, un petit peu un objet de QCM ou là. Donc c'est important quand même de retenir les définitions chouïa. Donc spécialité médicale dont l'objet est l'étude et le traitement des maladies mentales, d'accord? Et des troubles psychologiques. Donc l'étymologie du mot, donc origine, provient du mot donc psych qui signifie âme ou esprit et iatros qui signifie médecin et littéralement c'est le médecin de l'âme, mais ça c'est pas très important. Donc la psychiatrie, cette branche de la science médicale dont l'objet est la maladie mentale, n'a pu se constituer que dans la mesure où la notion de maladie mentale s'est dégagée assez clairement. Donc avant en disant qu'on ne croyait pas vraiment beaucoup aux maladies mentales, mais avec le progrès, avec le temps, etc., il s'est avéré vrai qu'il y a des maladies qui ne peuvent pas se... on ne peut pas vraiment... Donc on applique c'est des maladies qui vont du coup être liées à l'esprit, d'accord? Donc ça va être des troubles de l'esprit, un petit peu des troubles mentaux, d'accord? Donc avant, on n'y croyait pas trop, mais ces derniers temps, vu le progrès, etc., on y croit beaucoup plus. Donc, or, les troubles de l'esprit ont été longtemps considérés et sont encore dans certaines formes de civilisation comme des maladies qui sont surnaturelles, d'accord? Parce que vu qu'on ne peut pas voir le mécanisme derrière comment ça se passe sur physiopathologie, etc., c'est pas un mécanisme clair. Du coup, ça sort un peu du naturel, de l'habituel, ok? Et ça devient surnaturel, un événement et un réel tabé. D'accord? Cette spécialité médicale s'est séparée de la neurologie au 19e siècle, donc avec l'école de Charcot. Je sais pas, c'est un truc, c'est un petit peu de la culture générale de savoir ça, d'accord? Donc école de Charcot au 19e siècle, c'est pas vraiment très important, c'est historique, qui fait l'intérêt commun du patient. Donc avant Charmir Olohnaya, c'est que la psychiatrie, elle faisait partie de la neurologie, mais à partir donc du coup du 19e siècle, c'est devenu une spécialité à part. Maintenant, on va voir la psychologie, parce qu'il y a une différence entre psychiatrie et psychologie. La psychologie, par contre, c'est l'ensemble de perceptions, de pensées, d'émotions et des réactions de l'individu. C'est ça la psychologie, d'accord? Donc, sa façon de percevoir et d'analyser une situation influencera comment celui-ci se sentira et comment il interagira avec son environnement, d'accord? Son entourage. Donc, comment il se sentira et comment il interagira. Ça va être sa façon de voir les choses, les hatrol qui fait est-ce qu'il va se comporter maintenant et comment est-ce qu'il va réagir aux situations auxquelles il est opposé. Donc certaines façons de penser pourront engendrer des émotions agréables, donc des émotions heureuses qui vont faire sortir des pensées positives et des interactions harmonieuses, d'accord, et d'autres beaucoup moins. La situation sociale, le bien-être ou la souffrance d'un individu peut être très affecté par, je sais pas pourquoi j'ai entouré individu. Donc, on applique le bien-être ou la souffrance d'un individu peut être affecté par ce qu'il vit au quotidien, d'accord? Donc, l'environnement et la situation. On se pose les questions suivantes. Donc, on se dit, est-ce qu'il est seul ou entouré de sa famille et ses amis? A-t-il un logement sécuritaire et assez d'argent pour subvenir à ses besoins? Donc, on veut dire par là, est-ce qu'il a assez d'argent pour manger, d'accord? Donc, pour boire, pour s'habiller, etc. D'accord? Donc, on se pose ce genre de questions quand on voit les patients. On se pose aussi la question, a-t-il beaucoup de responsabilités? Parce que des fois, le fait qu'une personne ait beaucoup de responsabilités, ça la met sous pression et elle est donc sujette à un certain stress, d'accord? Et ça va un petit peu affecter sa vie au
quotidien. Est-ce qu'il vit des changements importants comme un nouvel emploi, par exemple, un mariage ou un divorce, un deuil, un déménagement? Donc là, ça va être tous les facteurs qui pourront un petit peu faire qu'il soit sous pression. Donc, nouvel emploi, mariage, un divorce, un deuil, un déménagement, etc. etc. Donc, c'est tous des facteurs de vie un petit peu nouveaux qui viennent perturber un petit peu l'individu dans son équilibre avec son environnement. C'est tout à fait normal au début, mais tant que ça persiste, ça devient pathologique, d'accord? Et il faut viser à soigner ça beaucoup plus. L'examen clinique. Comme toute autre discipline médicale, la pratique de la psychiatrie, elle repose sur l'examen du patient. D'accord? Donc, comme toute autre spécialité, on va faire un examen. Par exemple, pour la cardiologie, on fait un examen physique, d'accord? Donc, palpation, etc. En pneumo, on va faire la percussion, la palpation, auscultation, tout ça. Donc, ce qui m'a fait des spécialités. Le domaine de la psychiatrie a également un examen, d'accord, qui aboutit le plus souvent à un diagnostic et un pronostic et à une proposition de traitement. Et c'est ça l'objectif, c'est de traiter l'anomalie. Donc, porter un regard attentif sur le malade est nécessaire dans tous les types de soins. On va donc du coup, surveiller en quelque sorte le comportement et l'attitude du malade. Mais cette attention à la personne prend un caractère encore plus important en psychiatrie et en psychologie. Tout simplement, surveiller, donc, mais utiliser le terme surveiller, ça serait un petit peu brutal. Donc je dirais que analyser le comportement du patient est vraiment crucial en psychologie, d'accord? Donc analyser le comportement du patient, c'est vraiment important, plus, infiniment de plus qui met à beau en psychologie, d'accord? Donc, vraiment beaucoup, on va voir, quelle est l'importance de faire ça, d'accord? Donc, on va surveiller les attitudes, les expressions faciales, les comportements, les paroles et même les silences, d'accord? Parce que les silences ont aussi une signification qui revêt donc une signification particulière dans la définition de la symptomatologie psychiatrique. Qui a quelques troubles psychiatriques lient le silence d'Yelhom, c'est un symptôme, d'accord? Donc, maintenant, on va parler de l'examen clinique. L'examen clinique en psychiatrie, comme dans toutes les autres spécialités, doit aussi s'attacher à créer une alliance satisfaisante avec le patient. Donc, il faut qu'on ait une bonne alliance thérapeutique. D'accord? L'alliance thérapeutique, c'est la relation entre le médecin et le malade dialogue et le patient. D'accord? Donc, bonne alliance thérapeutique, d'accord, qui est la relation médecin malade. On verra plus tard à quoi est-ce que ça va nous servir d'avoir la bonne relation médecin-malade. Donc, celle-ci, donc une bonne relation médecin-malade, ça va nous permettre tout simplement d'améliorer... Pourquoi la flèche? Donc, ça va nous permettre d'améliorer sensiblement la qualité de l'examen, d'accord? Pour ce faire, le médecin devra faire preuve de quelques qualités. Donc, on parle de l'empathie, d'accord? Donc, le malade, il va se demander, est-ce que ce médecin, il me comprend? Est-ce qu'il me prend au sérieux, etc. Est-ce que le patient peut se sentir en sécurité? Est-ce que ce médecin, il me juge? Est-ce que etc. Ça va influencer beaucoup sur le comportement du patient et ce qu'il va dire, ce qu'il va cacher, etc. L'authenticité, ce médecin est-il sympathique, d'accord? Ce médecin est-il gentil? S'il est méchant, le patient aura beaucoup plus de mal à s'exprimer. Également la compétence. Donc, ce médecin est-il compétent? Est-ce que ce médecin sait faire son travail, etc. Ce sont des qualités auxquelles l'attitude du médecin doit répondre, d'accord? Donc, plus il met le patient à l'aise, plus l'entretien médical se passe bien. Les étapes de l'examen psychiatrique. Un raisonnement médical classique en 3 phases, d'accord? Donc, on aura 3 phases. On aura d'abord la phase descriptive. Ensuite, on aura une phase syndromique et diagnostique qu'on verra plus tard. Et la phase descriptive, elle va venir, c'est la recherche synthématisée
de signes et de symptômes, d'accord? Donc, ça va être la recherche de signes et de symptômes qu'on va voir un petit peu plus tard. Elle se fait par l'examen mental qui est notre sujet du jour, l'examen physique et exploration paraclinique. On va un petit peu plus s'approfondir. Donc, je suis là. D'accord. Donc, on aura aussi une phase syndromique, d'accord? Oui, on va regrouper les syndromes de la maladie, donc, et l'associer du coup à la maladie, d'accord? Donc, regroupement des signes, d'accord, et symptômes en grand syndrome. Très bien. On aura aussi une phase de diagnostic où on va spécifier de quel trouble psychiatrique est-ce qu'il s'agit. Donc là, on va parler de l'examen de l'état mental qui est notre sujet du jour. Donc, l'examen à l'état mental, on va surveiller, on va analyser, si on veut, 8 éléments. D'accord? On aura premièrement, on va analyser l'apparence, le comportement moteur, le langage, humeur et affect, opération de la pensée, perception, fonction cognitive et jugement et autocritique. On va voir chacune d'entre elles bien plus en détail. On va d'abord commencer par l'apparence, d'accord? L'apparence, on a souffert différentes choses. On va d'abord surveiller l'habillement, la tenue, l'hygiène, le maquillage, l'état des cheveux et des ongles, d'accord? Parce que l'aspect extérieur de la personne, il en dit beaucoup sur sa personnalité à l'intérieur. Aspect extérieur, jugé sur l'habillement, la tenue, l'hygiène, le maquillage et l'état des cheveux et des ongles, ça peut être propre, d'accord? Avoir une méticulosité excessive. Méticulosité excessive, ça veut dire que ça sera trop parfait, d'accord? Ça sera trop parfait et la majorité du temps, les personnes, ce sont des personnes maniaques. D'accord? C'est une personne qui est maniaque. Donc, on peut aussi avoir une méticulosité excessive. La personne, elle peut être négligée, c'est-à-dire maniérée, donc la personne a des manières inappropriées, que ce soit, comment dire, peut-être vulgaire un petit peu, d'accord, donc d'une manière inappropriée. Par exemple, quand on va passer un entretien d'embauche, il faut s'habiller d'une manière appropriée. Donc, on va mettre des vêtements classiques, etc. La personne, non, des survêtements, etc. Donc, c'est une manière inappropriée de s'habiller, donc, qui sera inadaptée à la situation. Ça peut aussi être désordonné, extravagant, etc. Extravagant, c'est les styles de vêtements qui sont un petit peu atypiques, d'accord, qu'on ne voit pas tout le temps. Cet aspect peut révéler une excentricité vestimentaire, par exemple, dans les états maniaques. Dans les états maniaques, la personne, elle va être maniaque. Ça veut dire qu'elle va surveiller tous les détails qu'il y a de sa tenue, s'il y a une tache, etc., elle va l'enlever et tout. Donc, ça, c'est des états maniaques. On peut avoir aussi une négligence, d'accord, c'est une incurie, carrément, dans le cadre, par exemple, d'un état démentiel. Donc, quand on parle d'incurie, on veut dire, bon, je vais chercher le terme précis pour ne pas dire de bêtises. Incurie, en arabe, on dit que c'est al-ihmal. Al-ihmal. D'accord? Donc, c'est le laisser aller pareil. Donc, une incurie dans le cadre, par exemple, d'un état démentiel, où le patient il est un petit peu hors de contrôle. Un état inapproprié et désordonné avec accumulation des couches de vêtements, comme pour la schizophrénie. Parfois, des éléments étranges peuvent nous mettre sur la piste d'un état délirant, comme attitude d'écouter lorsque le patient tend l'oreille pour entendre des voix ou au contraire met du coton dans ses oreilles pour les masquer. Donc, pour les attitudes des patients qui chauffent, le patient, on peut voir qu'il hallucine un petit peu, qu'il est dans un état délirant, d'accord? Quand il tend l'oreille, il va essayer d'entendre des voix, d'accord? Des voix qui ne sont pas là, ce sont des voix qu'il imagine. Ou au contraire, ce que ces voix sont en train de dire, d'accord? On va voir plus tard les voix, etc. L'apparence physique, donc on va voir si le poids, donc ça c'était pour le premier point, d'accord? Donc pour le premier point, on a parlé des habits, des ongles, l'état des cheveux, maquillage, etc. Pour le deuxième point qui va concerner, donc on aura l'apparence physique, d'accord? Donc est-ce qu'on aura un point normal? Est-ce qu'on aura une maigreur, une obésité, malformation physique, d'accord? Malformation physique,
الإعاقة الجسدية. D'accord? Donc, on peut avoir aussi des cicatrices, tatouages et signes distinctifs. Distinctifs, ça veut dire des signes spéciaux qui vont parler de tel ou de tel syndrome. Les expressions faciales, donc la période, elle peut être calme, confus, perplexe, ça veut dire un petit peu perdu dans ses pensées sur le prêtre même, en alerte ou tendu. Tendu, ça renvoie un petit peu au stress, d'accord? Donc, c'est comme si on disait que la personne a été un petit peu stressée. Le contact visuel, il peut être bon, il peut être absent, fuyant ou fluctuant. Fluctuant qui veut tout simplement dire... J'ai perdu la page. Fluctuant, ça va être... Mutaqallib. Ça veut dire que d'un coup, il est bon, d'accord? D'un coup, il est mauvais. Et ça traduit un petit peu, si on veut, un trouble de la personnalité. On va aussi voir l'attitude, s'il est coopératif, donc s'il veut nous aider à trouver une solution, etc. S'il admet qu'il a une maladie, s'il veut aller mieux. Hostile, donc un petit peu fâché, disons. Perplexe, dramatique, méfiante, familière, séducteur, irritable, tonique. Donc, c'est des types d'attitudes qu'on peut rencontrer, c'est important de les lire. Donc là, on va parler du contact. Le contact est un élément essentiel à repérer et à décrire. Il peut être bon ou mauvais. Donc la première fois qu'on va parler à un patient, le premier contact avec, il peut être bon comme il peut être mauvais. Il peut être superficiel, donc ou bien il peut aussi être chaleureux. Il peut être aisé, donc syntone, d'accord? Le terme, c'est important de l'apprendre. Quand le patient il est coopératif et que le contact il est facile, on aura une syntone. Laborieux, laborieux, c'est-à-dire qu'il nécessite du travail, d'accord? Il peut être difficile ou un petit peu trop facile avec une familiarité excessive. Donc le patient il va un petit peu se mettre trop à l'aise, d'accord? Et il va même commencer à tutoyer le médecin comme si c'était quelqu'un qu'il avait connu depuis toujours. On appelle ça une hypersyntone. Donc syntone pour un premier contact qui sera aisé, d'accord, donc qui sera normal, qui va aider le médecin beaucoup plus, mais quand il y a une familiarité excessive, on parle d'hypersyntone, d'accord, on parle d'hypersyntone. Comportement moteur, donc le comportement que l'on peut définir comme un ensemble d'actions dirigées ou non vers un but, c'est-à-dire que le comportement, on va le faire soit pour arriver à quelque chose de précis, ou non, d'accord? Donc arriver ou non vers un but. Ce comportement peut être approprié, bizarre, agité. Le patient est-il calme, tendu ou angoissé? Donc on aura un comportement approprié, automatiquement la personne est calme, bizarre, la personne est tendue, agité, la personne est angoissée, d'accord? On va y passer les flèches. L'appréciation du comportement moteur passe par l'évaluation de l'activité psychomotrice et l'observation des gestes du patient. L'activité psychomotrice, donc une fois est-ce que le patient il réfléchit, est-ce qu'il est ailleurs, comment est-ce qu'il va réfléchir, est-ce que ce sera est-ce que ce sera une pensée normale, est-ce qu'on aura une hyperactivité, est-ce que le patient il va trop bouger, est-ce qu'il sera agité, est-ce qu'il sera ralenti, rigide ça veut dire ne pas bouger kamel. Apathie c'est carrément absence de la pensée, catatonie ou stéréotypie. Catatonie ça veut dire... Catatonie, c'est un état d'alternance, d'accord? Donc, catatonie, ça va être alternance. Donc, tanaoub, pareil, le tataoub mutaqallib. D'un coup, il est bien, d'un coup, il n'est pas bien. Donc, d'un coup, il réfléchit, etc. Il nous suit au et d'un coup, non, il est perdu dans ses pensées, etc. On va aussi surveiller les gestes dialo, d'accord? Donc, est-ce qu'ils sont souples? Est-ce qu'il y aura des spasmes, d'accord? Donc, des spasmes qui sont... des gestes brusques qui se font hakaya involontairement. Est-ce qu'il aura des gestes bizarres? Est-ce qu'ils seront maniérés? Des tics, tremblements, grimaces compulsives. Donc, hadoumaka amel, c'est des types de gestes, d'accord, qu'on peut repérer chez le patient. On va aussi surveiller un petit peu son langage, d'accord. Donc, que ce soit le langage, on va surveiller la qualité dialogue, le débit et les particularités. Donc la qualité du langage, ça peut être un langage qui va être normal, spontané, monocorde. Monocorde, ça veut dire que pendant tout le long de l'entretien thérapeutique, il va parler avec la même voix, le même ton. Ça veut dire que même quand il posera une question, il aura le même ton. C'est comme si normalement, il n'aura pas l'interrogation, l'intonation.
Quand il sera surpris, il aura aussi le même ton. Donc, on appelle ça une qualité de langage monocorde. Ça peut aussi être répétitif, stéréotypé, pauvre, etc. Le débit, il peut être soit régulier, lent, rapide, volubile ou hésitant. Volubile, ça veut dire que ça sera rapide. Donc, il va parler vraiment très rapidement et il va aussi beaucoup parler. D'accord? Donc, il va parler très rapidement et il va dire vraiment beaucoup de choses. D'accord? Donc, particularité. On peut avoir un ton faible, élevé, aphasie, donc il ne parle pas du tout. Peu loquence, donc il va très peu parler. Et bégaiement, il peut bégayer. Donc, bégayer, c'est comme je dis bonjour. Donc, ça, c'est bégayer. D'accord? Il s'agit de décrire la forme du langage du patient plutôt que son contenu. On ne fera pas attention à ce que le patient il est en train de dire en soi, d'accord? Donc, le sujet, il ne nous importe pas vraiment. Ce qui nous importe, c'est de savoir comment est-ce qu'il parle et comment est-ce qu'il va réagir donc face au médecin, d'accord? Face à la personne qui est en face de lui. Le rythme et la quantité du langage peuvent être soit augmentés, d'accord? Quand c'est augmenté, on appelle ça une tachyphémie, logorrhée, discours abondant, volubili. Diminué lors d'une allogie. Donc, c'est les inverses, al-kematli fouqa, bradi, etc. Donc, à lire donc, pour savoir quels sont les différents types, rythmes et quantités de langage qu'on peut voir. On peut avoir aussi des discontinuité dans la langue, d'accord? Donc, le fading, c'est-à-dire un arrêt progressif du débit de la phrase et de l'intensité de la parole. C'est-à-dire qu'il va commencer sa phrase bien comme il faut et puis ensuite, il va commencer à diminuer sa voix, qui m'a la ligne de cas jusqu'à s'arrêter. Ça, c'est le fading. On peut aussi avoir du coup les barrages qui sont marqués par une brusque suspension du langage, c'est-à-dire qu'il y a une adère et je m'arrête et puis je reprends ma phrase. Donc, c'est ça, les barrages, d'accord? On peut avoir aussi des altérations de la signification du langage, donc sémantique, et des néologismes, invention des mots, paralogisme, etc. Donc, mots détournés de leur chance. Il peut utiliser des mots à la place d'autres, d'accord? Donc, il va carrément changer le sens du mot. Il peut inventer des mots et il peut aller à un sujet et puis il saute vers un autre sujet, etc. On peut avoir aussi une schizophasie, d'accord? C'est carrément l'invention d'un nouveau langage et la verbigétation qui correspond quant à elle à une répétition des mots parfois dénués de sens comme un disque rayé. C'est-à-dire que la personne, elle va entendre un mot, elle va se taire pendant quelques minutes et puis elle va commencer à répéter en boucle, comme un disque rayé, comme un CD qui est rayé, que il va toujours se répéter en boucle. Il va répéter les paroles en boucle. Ensuite, donc du coup, après avoir analysé le langage, on va analyser les humeurs et les affects, d'accord? Donc l'humeur est la tonalité affective globale et durable qui colore la perception du monde. Donc quelqu'un de bonne humeur, il va voir le monde d'une jolie façon, d'une façon agréable, etc. Mais quelqu'un qui est de mauvaise humeur, ça va être tout l'inverse, d'accord? Donc head, l'humeur et l'affect, ça peut être augmenté, diminué ou changeante ou versatile, d'accord? Donc, quand c'est augmenté, on aura euphorie, expansive, exaltée. Donc, ça, c'est des mots qu'il faut lire. C'est un petit peu ce qu'on va avoir fait de l'état. Donc, on aura souvent associé à une hypersyntonie, c'est-à-dire une hypersensibilité au contexte et à l'ambiance. Elle peut être diminuée et dans ce cas, on aura de la tristesse, humeur dépressive et douloureuse, voire absente carrément. On appelle ça une atymie, et des changeantes ou versatiles, donc flallabilité de l'humeur. Très bien. Opération de la pensée. Donc le rythme de la pensée, il peut être accéléré, diminué ou anidéisme qu'on va voir plus tard. Donc il peut être accéléré, ça va s'appeler la tachypsychie. Donc, avec pour conséquence une fuite des idées, d'accord, il passe du coq à l'âne. Il y a le sujet et puis hop, il saute vers un autre sujet. Ça s'appelle une tachypsychie, d'accord? Il va penser à plusieurs choses en même temps. Il peut être diminué avec parfois un monoïdéisme qui est une pensée centrée sur un thème unique. Il va parler de ce thème-là de A à Z et il ne va absolument pas le changer, quitte à répéter ce qu'il a dit plusieurs fois. On aura aussi un anidéisme, c'est-à-dire une absence carrément de production de pensée. La personne ne réfléchit pas et ne parle pas. Le cours de la pensée peut être logique
est cohérent ou complètement illogique. D'accord? Donc, il peut être altéré dans sa continuité avec une perte de la cohésion entre les différents contenus, c'est-à-dire que la personne, elle va oublier par moment comment est-ce qu'elle est passée d'un sujet à l'autre. On va aussi surveiller un petit peu le contenu de la pensée, d'accord? Donc, on va avoir s'il y a des idées délirantes, d'accord? Donc, des idées un petit peu folles, si on veut. Idées suicidaires ou d'homicide. Donc, suicidaire, idée de se tuer lui-même, et homicide, idée de tuer d'autres personnes, d'accord? Soucis ou inquiétude, obsession, réviviscence. Réviviscence, il me semble, c'est ihya, normalement, il est shiralta. Si je ne me trompe pas sur le mot, je vérifie. Oui, reviviscence, c'est-à-dire qu'il va remettre à la surface quelques idées qu'il a pu avoir, d'accord? Donc, ihya. Des idées phobiques et des idées liées à l'humeur, donc dévalorisation, incurabilité et idées de grandeur. La perception, hallucination est une perception sans objet à percevoir. Ça nous explique un petit peu le principe de la perception. Et ce que c'est qu'une hallucination? Une hallucination est une perception sans objet à percevoir. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien à percevoir, d'accord? Hallucination, c'est tout simplement un petit peu l'imagination, d'accord? Donc, pour les hallucinations, on peut en avoir aucune. Elles peuvent être psychosensorielles, donc la personne, elle va commencer à s'imaginer des voix, elle va commencer à s'imaginer des choses qu'elle a vues, à s'imaginer quelqu'un qui la touche par exemple, d'accord? Donc des sensations qui vont être tactiles, olfactives, donc elle va commencer à sentir des odeurs qui ne sont pas vraiment là, et gustatives, donc elle va commencer à goûter des choses qui ne sont pas dans sa bouche et qui ne l'entourent pas. Elles peuvent aussi être psychiques, d'accord? Autres troubles perpétuels, donc on aura des personnalisations, des réalisations, etc. Ça, c'est d'autres troubles qu'on peut retrouver. Quand on va vouloir décrire les hallucinations, d'accord, donc on va déjà parler du nombre de voix quand il s'agit de voix. Est-ce qu'il y a, on va demander à la personne donc de nous décrire les voix hadouma qu'elle entend. Est-ce qu'il y en a qu'une seule ou bien est-ce qu'il y a plusieurs voix, donc est-ce qu'il y a beaucoup de personnes. La tonalité, est-ce qu'elle est masculine, féminine ou non humaine carrément. L'intensité, est-ce qu'elle est très forte, donc quand elle est très forte, on voit généralement le patient qui va venir donc du coup protéger les oreilles, ou qu'elle soit très faible à l'origine d'attitude d'écoute. On va voir que le patient, il essaye d'écouter quelque chose, mais vous n'entendez pas cette chose, mais le patient, il tend l'oreille. Ah oui, si il se met haja, ça, c'est une preuve d'hallucination, d'accord? Ou na'arfu biha, l'intensité de les voix hadouma qui n'existe pas mais qui l'entend ou. La localisation, elles peuvent être à l'extérieur de son corps, dans les oreilles ou dans une partie de son corps. La langue entendue, le plus souvent, c'est la langue maternelle de l'individu et parfois, il vous dit carrément que c'est une langue inconnue. Horaire et rythme, donc est-ce que c'est continu, discontinu, est-ce qu'il y a sbah, est-ce qu'il y a la etc. Le contenu péjoratif, donc c'est quelque chose qui va dépendre de la personne elle-même, persécutif, influence en rapport avec la thématique délirante, parfois non, ou dialogue halluciné avec des voix qui se parlent entre elles. D'accord? Donc c'est carrément le fruit de l'imagination du patient, ça n'a jamais existé. Ça l'a vraiment beaucoup chez les schizophrènes. Je me souviens que la prof, une fois, vous voyez que le patient, il tend l'oreille. Quand vous lui demandez qu'est-ce que vous essayez d'entendre, il y a des personnes qui parlent de moi dans la rue. Mes voisins, d'accord? Donc ça, c'est important de savoir reconnaître ce genre de phrase pour pouvoir faire votre diagnostic. Très bien. On va aussi parler des fonctions cognitives notre examen, d'accord, donc la place des fonctions cognitives, donc le niveau de conscience. Le patient, il peut être en hyper alerte, donc du coup hyper vigilance ou hyper surveillance, en alerte, léthargie, donc je pense que ça veut dire qu'il y a carrément absence de conscience, donc stuporeux, il sera un petit peu surpris, et comateux, donc il compte un coma. L'orientation, donc dans l'espace ou dans le temps, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, elle peut être orientée, hésitant ou confus. Pour la mémoire, elle peut être intacte ou altérée, c'est-à-dire que la personne, elle peut se souvenir de tout, comme elle peut se souvenir de rien, comme elle peut se souvenir un petit peu de tout et un petit peu de rien. Donc, on a 3 types de mémoire à voir. Est-ce que mazalhom melah ou là, est-ce que ressemble un petit peu. Donc, on a la mémoire qui va être immédiate, on a la mémoire ancienne et on a la mémoire récente. La mémoire immédiate, elle est répétée
ça va être répéter une série de 3 mots, d'accord? Donc vous allez lui dire par exemple fleurs, journée, charité. Vous allez voir qu'après, immédiatement, puis 5 minutes plus tard, il va le répéter il va le répéter 5 minutes plus tard, il ne va pas arrêter de répéter les 3 mots. Elle peut être ancienne, donc par exemple, il va se souvenir de sa date de naissance, date du mariage, les écoles fréquentées dans sa jeunesse, etc. Ça peut être aussi récent, vous allez lui demander, est-ce qu'il se souvient du dernier repas qu'il a pris, d'accord, donc le repas précédent, les activités de la journée de la veille, etc. S'il s'en souvient, sa mémoire, elle est intacte. S'il ne s'en souvient pas trop, sa mémoire, elle est altérée. On va aussi juger l'attention et la concentration dialogue. Donc, il pourra être concentré ou distractibilité. Il pourra être concentré, mais comme il pourra être distrait. Il pourra avoir des difficultés à se concentrer. Par exemple, vous allez lui dire de nommer les mois de l'année à l'envers. Il c'est qu'il a une bonne concentration. Sinon, il a une mauvaise concentration, une mauvaise attention. Pareil pour compter en descendant jusqu'à 20. Le principe, c'est que il mélange de A à Z, il de Z à A, d'accord? Donc ça va être pour tester à quel point est-ce qu'il peut se concentrer, d'accord? Et l'attention qu'il va nous porter, on va aller le sens inverse de ce qu'on demande d'habitude. Ensuite, pour le jugement et l'autocritique, donc le jugement, c'est la capacité d'évaluer une situation correctement et d'y réagir d'une façon adéquate. Par exemple, on lui demande que feriez-vous si vous étiez au cinéma et que vous sentiez de la fumée. Donc si il va vous dire que il prend ses clics et ses claques et il sort et tout, il essaie de sauver les personnes sur son chemin, il a un jugement qui est préservé, d'accord? Quand il va commencer à délirer, à vous dire, je sais pas, moi, je vais essayer d'éteindre le feu, ou là, des trucs comme ça, enfin, essayer d'éteindre le feu, à la limite, ça peut peut-être être préservé, mais bon, mais quand le danger il est imminent, s'il vous donne une proposition où il saute dans le danger carrément, là le jugement Tao il est altéré ou là il est carrément absent. Pour l'autocritique, c'est la capacité à reconnaître ses difficultés et son besoin d'aide. Si la personne, elle dit facilement qu'elle a besoin d'aide et qu'elle a fait une faute et qu'elle rencontre des difficultés tel ou tel domaine, on dira qu'elle a une bonne autocritique. Si chouïa, elle sera partielle ou superficielle et elle peut carrément être absente. La personne, elle va vous dire carrément je n'ai besoin de l'aide de personne. Je peux me débrouiller tout seul, etc. Là, l'autocritique, elle est carrément absente. Voilà, on est arrivé à la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris un petit peu ce qui était dur à comprendre le cours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou la page ou les groupes, je suis disponible. Bon courage à vous!